Le verdict est tombé comme un coup de feu, et j'ai vu le visage de l'avocat de la partie adverse s'effondrer. 3 ans de procédure, 2 millions de dollars de dommages et intérêts, et ils venaient de tout perdre parce qu'ils avaient sous-estimé cette femme en costume marine qui avait grandi en mangeant des ramen pour le dîner. Madame Harvey, félicitations pour une autre victoire, dit le juge Morrison, sa voix portant ce ton réservé aux avocats qui savent réellement ce qu'ils font. Mon nom est Angelina Harvey, et je suis très bonne dans ce que je fais. Certaines personnes me traitent de sans cœur. D'autres me trouvent brillante. Je préfère méticuleuse. J'ai rempli ma mallette avec la même précision méthodique que j'apportais à tout le reste dans ma vie. Chaque document à sa place, chaque stylo fermé, chaque victoire cataloguée et rangée. Le tribunal s'est vidé autour de moi, mais j'ai pris mon temps. J'avais appris il y a longtemps que se précipiter ne menait jamais nulle part qui en valait la peine. Angelina. Mon assistant juridique Jude est apparu à mon coude, vibrant pratiquement d'excitation. As-tu vu leur visage quand tu as sorti cette chaîne de mai? Je pensais que Peterson allait faire une attaque. Peterson aurait dû lire les petits caractères, dis-je en claquant ma mallette. C'est ce qui arrive quand on suppose que son adversaire n'a pas fait ses devoirs. La marche jusqu'à mon bureau nous a menés à travers le quartier financier du centre-ville, où les tours de verre s'élèvent vers un ciel gris de Seattle. J'avais fait cette marche des milliers de fois, mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Peut-être était-ce la façon dont le garde de sécurité hochait la tête avec un respect réel, ou la façon dont la barista du chariot à café connaissait ma commande avant même que j'ouvre la bouche. Le succès avait une façon de changer la façon dont le monde vous voyait. Il m'avait fallu 15 ans pour construire cette vie. 15 ans de journée de 18 heures, de choix du travail plutôt que des relations, de devoir faire mes preuves dans chaque pièce où j'entrais. Mon bureau d'angle donnait sur la baie d'Elliott, et par temps clair, je pouvais voir les montagnes. Aujourd'hui, le temps n'était pas clair, mais le gris ne me dérangeait pas. Le gris était honnête. Tu rentres à la maison? Demanda Jude, planant dans mon encadrement de porte comme il le faisait toujours quand il pensait que je travaillais trop tard. Bientôt, mentis-je. Il est parti, et j'étais seule avec le doux murmure du succès. Mes diplômes étaient accrochés au mur derrière mon bureau. Université de Washington, mention très bien. J'avais payé chaque heure de crédit moi-même, en travaillant 3 emplois et en vivant avec ce qui restait après les frais de scolarité. Le cadre de mon diplôme de droit était la chose la plus chère que j'ai possédée depuis des années. J'ai ouvert mon tiroir de bureau et j'ai trouvé la photo que je gardais cachée sous de vieux dossiers. Le jour de la remise des diplômes 2018. Moi en toge et chapeau, debout seul sur les marches de l'université. J'avais économisé pendant des mois pour acheter cette robe sous la toge, quelque chose de joli pour le dîner de famille que j'avais imaginé après. L'espace vide à côté de moi sur la photo racontait toute l'histoire. Ils n'étaient pas venus. Mes parents, Rachel et Stanley, avaient été trop occupés par la dernière crise de Griffin. Mon frère s'était fait virer d'un autre emploi, et apparemment, cela était plus important que de regarder leur fille obtenir son diplôme de droit. J'avais gardé la photo comme un rappel, pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'avais construit entièrement par moi-même. Le coup à ma porte arriva à 20h47. Je connaissais l'heure exacte car j'avais fixé mon écran d'ordinateur, prétendant réviser des contrats tout en pensant à cet espace vide sur la photo. « Nous sommes fermés », ai-je crié. « Angelina, c'est maman. » La voix m'a frappé comme de l'eau glacée. Je ne l'avais pas entendue depuis 3 ans. Pas depuis le dernier dîner de Noël gênant, où elle avait passé 2 heures à expliquer pourquoi la nouvelle entreprise de Griffin était si prometteuse tout en me demandant à peine de mon travail. J'ai marché lentement vers la porte, mes talons claquant sur le parquet. À travers la vitre dépolie, je pouvais voir 3 silhouettes. 3 personnes qui avaient trouvé leur chemin jusqu'à mon bureau après les heures de bureau, qui avaient réussi à passer la sécurité de l'immeuble. J'ai ouvert la porte. Rachel se tenait dans le couloir, l'air plus vieille que dans mes souvenirs, ses cheveux habituellement parfaits légèrement ébouriffés. Derrière elle, Stanley déplaçait son poids d'un pied à l'autre, évitant mon regard. Et Griffin, mon frère chéri, Griffin, avait l'air d'avoir pleuré. « Bonjour, Angelina », dit Rachel,
sa voix portant ce ton familier de désespoir à peine dissimulé, déguisé en autorité. Nous devons parler. Je me suis écartée et les ai laissés entrer. Parce que parfois, l'univers livre exactement ce que vous attendiez, même lorsque vous n'aviez pas réalisé que vous attendiez. Ils sont entrés dans mon bureau comme s'ils possédaient l'endroit. Les yeux de Rachel ont balayé mes diplômes, mes récompenses, la vue de la baie. Elle n'avait jamais vu tout cela auparavant. Beau bureau, marmonna Stanley, les mains enfoncées dans ses poches. Merci. J'ai fait signe aux chaises en face de mon bureau. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Rachel s'est perchée sur le bord de son siège comme si elle était prête à s'enfuir. Griffin s'est affalé sur sa chaise et a immédiatement commencé à tripoter son alliance. Sauf que j'ai remarqué qu'elle n'était plus là. Tu as l'air bien, ma chérie, dit Rachel, et le terme d'affection ressemblait à des clous sur un tableau noir. Très professionnel. Je suis professionnelle. C'est comme ça que je gagne ma vie. Je me suis installée derrière mon bureau, les mains jointes. Que puis-je faire pour vous? Le silence s'est étiré jusqu'à ce que Griffin finisse par le briser. Je suis dans le pétrin, Angie. Vraiment dans le pétrin. C'est Angelina, n'est-ce pas? Désolé. Il s'est passé les mains dans ses cheveux. Je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis un moment. 3 ans. Mais je ne savais pas où d'autre me tourner. Rachel s'est penchée en avant. Griffin a pris de mauvaises décisions commerciales. Rien qui ne puisse être résolu avec une bonne représentation juridique. Quel genre de mauvaises décisions? La voix de Griffin s'est brisée. J'ai acheté des maisons, je les ai retournées, ou j'ai essayé. Le marché s'est effondré pile au moment où j'étais surendettée. À quel point surendettée? 2,3 millions. J'ai gardé mon expression neutre, mais à l'intérieur, je calculais. Ce n'était pas seulement de mauvaises décisions. C'était une stupidité catastrophique. Les banques saisissent tout, a poursuivi Griffin. L'entreprise, la maison, même la voiture de Delaney. Elle a pris les enfants et est retournée chez ses parents à Portland. Je suis désolée d'apprendre votre divorce. Nous ne sommes pas encore divorcés, mais il haussa les épaules, impuissant. Elle dit qu'elle ne peut pas me voir détruire notre famille. La mâchoire de Rachel se serra. Delaney n'a jamais compris les pressions de la création d'une entreprise. Elle est toujours dramatique. Maman, elle est partie parce que j'ai perdu les fonds universitaires de nos enfants. La pièce devint silencieuse. Stanley s'éclaircit la gorge. Le fait, Angelina, nous savons que vous avez réussi maintenant. Très réussi. Et la famille aide la famille. Voilà. La raison pour laquelle ils m'ont retrouvé après des années de silence. La famille aide la famille, ai-je répété lentement. C'est intéressant. Vous êtes avocate, dit Rachel. Une bonne, à ce qu'il paraît. Vous pourriez aider Griffin à naviguer dans ce désordre. Peut-être trouver des failles ou, je ne sais pas, des stratégies juridiques. Vous voulez que je représente Griffin? Oui, gratuitement. Le sourire de Rachel était fin comme un rasoir. Eh bien, nous sommes une famille. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté mon calendrier. Je facture $450 de l'heure. Mon honoraire pour un cas aussi complexe serait de $50 000 minimum. Le visage de Griffin est devenu blanc. Angie, je n'ai pas $50 000. Je n'ai pas $5 000. Alors vous ne pouvez pas vous permettre de me payer. Mais nous sommes votre famille. La voix de Rachel s'éleva. Après tout ce que nous avons fait pour vous, qu'avez-vous fait pour moi exactement? La question resta en suspens comme de la fumée. Stanley se déplaça inconfortablement. Griffin fixa ses mains. Nous vous avons élevé, dit enfin Rachel. Nous vous avons donné un foyer, une éducation. Tu as donné une éducation à Griffin. Tu m'as donné un diplôme de lycée et une conférence sur la façon dont l'université était gaspillée pour les filles qui se marient de toute façon. Ce n'est pas, tu m'as dit que j'étais égoïste de vouloir aller à la faculté de droit.
Tu as dit que j'abandonnais mes responsabilités familiales. Tu avais 22 ans, Angelina. Nous avions besoin que tu aides Griffin. C'était toujours à propos de Griffin. La composure de Rachel se fissura. Il avait besoin de soutien. Il essayait de trouver sa voie depuis 10 ans. Il a lutté pendant 10 ans pendant que je travaillais 3 emplois pour payer mes études. Tu t'en es bien sorti, dit Stanley calmement. Regarde cet endroit. Regarde ce que tu as accompli. Tu n'avais pas besoin de notre aide. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis levé lentement, je suis allé à ma fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville se refléter sur l'eau. Tu as raison, dis-je. Je n'avais pas besoin de votre aide. J'avais besoin de votre amour. J'avais besoin que vous veniez à ma remise de diplôme. J'avais besoin que vous me demandiez de ma vie, de mes rêves, de mes luttes. J'avais besoin que vous me voyiez comme plus que la sœur de Griffin. Nous te voyons. Non, me retournai-je pour leur faire face. Vous voyez une avocate à succès qui pourrait vous être utile maintenant que le toucher d'or de Griffin s'est transformé en merde. Griffin tressaillit. Angie, s'il te plaît. Pourquoi moi? Demandai-je. Pourquoi pas embaucher quelqu'un d'autre? Il y a plein d'avocats à Seattle. Les trois échangèrent des regards. Finalement, Stanley prit la parole. Nous avons essayé. 3 cabinets nous ont refusé. On dit que le cas était trop désordonné, trop risqué. Et le 4e a dit que nous avions besoin de quelqu'un d'assez brillant pour accomplir un miracle. La voix de Rachel était à peine un murmure. Ils vous ont recommandé. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir du bas. Le dossier que j'ai sorti du tiroir était d'un blanc immaculé, épais de documents juridiques que j'avais préparés il y a des mois. Pas pour eux. Je n'avais jamais imaginé qu'ils reviendraient en rampant, mais j'avais appris à me préparer à toute éventualité. Qu'est-ce que c'est? Demanda Griffin. J'ai posé le dossier sur mon bureau et je l'ai ouvert avec une précision délibérée. Mon contrat d'honoraires standard. Modifié pour la famille. Rachel s'est penchée en avant. Modifié comment? Tarif plus élevé, clause de circonstances spéciales et frais de restitution. Un quoi? La voix de Stanley était à peine audible. J'ai sorti le premier document et je l'ai glissé sur le bureau. Mon tarif horaire pour les membres de la famille est de $600, pas $450. 6 cents? La voix de Griffin s'est brisée. Pourquoi est-ce plus élevé? Frais de travail émotionnel. Rachel a saisi le papier et l'a scanné. Son visage est devenu progressivement plus pâle à mesure qu'elle lisait. Ceci dit que vous exigez le paiement des services passés rendus. Ce sont les frais de restitution. $467 000. Le silence était assourdissant. La bouche de Griffin s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Stanley agrippa les bras de sa chaise. $467 000, murmura Rachel. Quel service possible pourrait valoir 22 ans de négligence émotionnelle calculée au salaire minimum? J'ai sorti un deuxième document. J'ai tout détaillé. Les matins de Noël où Griffin recevait une voiture et moi des chaussettes. Les fêtes d'anniversaire que vous organisiez pour lui en oubliant complètement les miennes. Le fonds universitaire que vous avez dépensé pour son entreprise de restaurant raté. Griffin s'est levé brusquement. C'est de la folie. Tu ne peux pas nous faire payer pour être tes parents. Je ne vous fais pas payer pour être mes parents. Je vous fais payer pour ne pas avoir été mes parents. J'ai tourné la page suivante. Diplôme manqué. $5 000. C'est ce que j'ai payé le photographe pour prendre des photos de moi seule parce que ma famille ne pouvait pas se donner la peine de venir. Nous étions occupés par l'entretien d'embauche de Griffin. Je sais. J'étais là quand vous avez choisi son 3e entretien dans un café plutôt que de regarder votre fille obtenir son diplôme de droit. Les mains de Rachel tremblaient. C'est de l'extorsion. C'est des affaires. Vous voulez mes services? Ce sont mes conditions. J'ai sorti une autre feuille.
23 000 $ pour la thérapie dont j'avais besoin pour faire face à l'anxiété et à la dépression due au fait d'avoir grandi invisible dans ma propre maison. Tu ne nous as jamais dit que tu étais en thérapie, dit Stanley. Tu ne nous as jamais demandé comment ça allait. Griffin s'est rassis lourdement. Angie, nous ne pouvons pas payer ça. Même si nous avions l'argent, ce qui n'est pas le cas, alors vous ne pouvez pas vous permettre mes services. Mais tu es notre fille. La voix de Rachel monta à un cri presque aigu. Tu ne peux pas nous traiter comme des étrangers. Vous m'avez traité comme une étrangère pendant 22 ans. Je vous rends juste l'appareil. J'ai tourné vers la dernière page. Voici mon poste de dépense préféré. 43 000 $ pour les prêts étudiants que je paie encore parce que vous avez refusé de vous porter garant pour l'aide financière. Nous l'avons expliqué, dit Rachel désespérément. Nous ne pouvions pas risquer notre crédit pour toi. Tu ne pouvais pas risquer ton crédit pour moi, mais tu t'es portée garante de 3 prêts commerciaux pour Griffin. C'était différent. C'était différent parce que je n'étais pas votre enfant d'or. Griffin enfouit son visage dans ses mains. Je n'ai jamais demandé tout ça. Non, tu as simplement accepté. Tout. L'argent, l'attention, le soutien inconditionnel. Et quand je mendiais des miettes, vous restiez silencieux. J'étais jeune. Tu avais 24 ans quand j'ai commencé la faculté de droit. Assez vieille pour parler. Assez vieille pour leur dire qu'ils détruisaient leur fille. Stanley a finalement retrouvé sa voix. Que veux-tu de nous, Angelina? J'ai fermé le dossier et je me suis penchée en arrière sur ma chaise. Je veux exactement ce que vous m'avez appris à attendre de la famille. Rien. Alors, tu ne nous aideras pas? La voix de Rachel était petite maintenant, vaincue. Je n'ai pas dit ça. J'ai tapoté le dossier. Je vous aiderai pour 600 $ de l'heure plus les frais et les frais de restitution payables à l'avance. Nous n'avons pas cet argent, dit Griffin. Alors trouvez-le. Comment? Je ne sais pas. Vendez quelque chose. Empruntez à des amis. Demandez à Delaney de vos parents un prêt. J'ai haussé les épaules. Débrouillez-vous. C'est ce que j'ai dû faire quand j'avais 22 ans, et vous m'avez jeté dehors parce que je voulais une éducation. Rachel s'est levée, sa chaise raclant le sol. Tu es cruel. Je suis juste. Pour la première fois de ma vie, je suis traitée exactement aussi bien que je traite les autres. Nous avons fait des erreurs, dit Stanley calmement. Nous le savons maintenant. Mais ce n'est pas de la justice. C'est une vengeance. Non, dis-je, me levant pour leur faire face. La vengeance serait de vous laisser tout perdre pendant que je regarde depuis les gradins. La justice est de vous donner exactement la même chance que vous m'avez donnée. L'occasion de vous en sortir par vos propres moyens et de prouver que vous méritez de l'aide. Le visage de Rachel était rouge de fureur. Tu vas le regretter, Angelina. La famille est tout ce que tu as à la fin, et tu nous jettes pour de l'argent. Je suis allée à la porte et je l'ai ouverte. Je l'ai déjà regretté. Pendant 20 ans, j'ai regretté de ne pas être assez bonne, assez intelligente, ou assez digne pour gagner votre amour. Maintenant, je regrette d'avoir perdu autant de temps à me soucier de ce que vous pensiez. Ils sont sortis en silence. Griffin a fait une pause sur le seuil. Je suis désolé, murmura-t-il. Pour tout. Je suis désolé, j'ai croisé son regard. Je sais que tu le hais, mais désolé ne paie pas mes prêts étudiants. La porte s'est fermée derrière eux dans un doux clic, et je me suis retrouvée seule à nouveau avec les lumières de la ville et le poids de 20 ans de silence enfin rompu. Le lendemain matin, Jude est apparu à ma porte avec du café et ce regard qu'il avait quand il pensait que j'étais trop une robot. Tu es là tôt, dit-il en posant la tasse sur mon bureau. Même pour toi. Je n'ai pas pu dormir. Tu veux en parler? J'ai ouvert mes dossiers sur l'ordinateur. Rien à dire, juste du travail, n'est-ce pas? Il s'est assis sur la chaise en face de moi. Parce que tu n'as vraiment pas l'air de quelqu'un qui a eu une bombe émotionnelle nucléaire lâchée sur elle hier soir. Jude, je dis juste que si tu as besoin, j'ai besoin que tu révises les dossiers de l'affaire Morrison.
La date limite d'appel est la semaine prochaine. Il me regarda longuement, puis secoua la tête. Tu sais, la plupart des gens seraient un désastre en ce moment. La famille arrive après des années, supplier d'être aidée. La plupart des gens ne sont pas des avocats. La plupart des gens sont humains. Mon téléphone a sonné avant que je puisse répondre. Numéro inconnu. Angelina parle. Madame Harvey. Ici Ray Stanley de Stanley et Associés. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous appeler directement. Je connaissais Ray par réputation. Bon avocat, costume cher, égaux de la taille du Mont Rainier. Que puis-je faire pour vous, Ray? En fait, je vous appelle au sujet de ce que je ne peux pas faire pour vous. Ou plutôt, pour votre famille. Jude a levé un sourcil. J'ai mis l'appel sur haut-parleur. Je ne suis pas sûre de comprendre. Votre frère Griffin est venu me voir hier avant de vous rendre visite. Je suppose qu'il voulait que je prenne son dossier. Et Ray a ri. Je lui ai dit qu'il avait besoin de quelqu'un avec vos talents particuliers. L'affaire est un désastre, franchement. Immobilier surendetté, documentation de prêts douteuse, implication de fraude potentielle. Cela demanderait un magicien ou quelqu'un d'assez stupide pour prendre un cas impossible à gagner. Exactement. C'est pourquoi je vous ai recommandé. Vous êtes la seule avocate de la ville assez brillante pour sortir quelque chose de ce désordre. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise. C'est tout un compliment. C'est la vérité. Votre réputation vous précède. J'ai été de l'autre côté de vos dossiers 2 fois, et les 2 fois je suis repartie impressionnée et légèrement terrifiée. Légèrement. D'accord. Complètement terrifiée. Le fait est, si quelqu'un peut sauver votre frère, c'est vous. Bien que je doive demander, est-ce que vous prenez réellement le cas? Cela dépend si elles peuvent satisfaire mes conditions. Ah, eh bien, bonne chance à elles. Je facturais des honoraires de 50 000 $ pour des cas comme celui-ci. J'imagine que votre tarif familial est beaucoup plus raisonnable. J'ai souri. Quelque chose comme ça. Après avoir raccroché, Jude me regardait. Tarif familial 600 $ plus des frais de restitution. Quel est le montant des frais de restitution? 467 000 $. La tasse de café de Jude s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Bon sang, Angelina. C'est détaillé. Je n'en doute pas. Il a posé sa tasse. Mais ne penses-tu pas, penser quoi? Que tu devrais les aider gratuitement? Que je devrais oublier 22 ans de négligence parce qu'ils sont désespérés? Je pense que tu devrais considérer si c'est une question de justice ou de vengeance. Avant que je puisse répondre, mon ordinateur a émis un bip avec un message LinkedIn. Je l'ai ouvert. Salut, Angelina. C'est Delaney Roberts, la femme de Griffin. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous contacter comme ça, mais je ne savais pas comment d'autres vous contacter. Pourrions-nous nous rencontrer pour un café? Il y a des choses sur la situation de Griffin que vous devriez savoir. Des choses qu'il ne vous dira pas lui-même. J'ai fixé le message. Delaney et moi nous étions rencontrés exactement 2 fois. Les 2 fois lors de dîners de famille gênants où elle essayait de converser tandis que Rachel critiquait passivement tout, de sa carrière à son style parental. Qu'est-ce que c'est? Demanda Jude. La femme de Griffin veut me rencontrer ex-femme. Bientôt ex-femme. J'ai tapé une réponse. Demain 14h Starbucks sur Pine Street. Sa réponse est arrivée instantanément. Merci. Et Angelina. Je suis désolée de la façon dont ils vous ont traité. J'ai essayé de parler quelques fois, mais quoi? Je voulais demander, mais il était plus facile de rester silencieuse. Mais les sentiments de Griffin comptaient plus que les miens. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je rentre à la maison. Il est à peine midi. Tu as des choses à penser. Jude m'a suivi jusqu'à l'ascenseur. Tu sais, il y a une différence entre te défendre et tout brûler. Y en a-t-il? Oui. L'un vous rend forte, l'autre vous rend seule.
Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis entrée. Je suis seule depuis 22 ans, Jude. J'ai l'habitude. Cela ne veut pas dire que tu dois le rester. Les portes se sont fermées avant que je puisse répondre, mais ces mots m'ont suivi jusqu'à la maison. Je me suis assise dans mon appartement immaculé, entourée du succès que j'avais construit entièrement par moi-même, et je me suis demandé s'il avait raison. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Griffin. S'il te plaît, Angie, je sais que tu nous détestes, mais je me noie ici. Les enfants demandent pourquoi papa ne peut pas rentrer à la maison. Je ne sais pas quoi leur dire. J'ai fixé le message pendant longtemps. Puis je l'ai supprimé sans répondre. Mais je n'ai pas supprimé le message de Delaney. Certaines conversations, me suis-je rendu compte, valaient la peine d'être menées, même si je n'étais pas sûre d'être prête pour ce qu'elle pourrait me dire. Delaney m'attendait déjà quand je suis arrivée au Starbucks, affalée sur un ordinateur portable dans le coin. Elle avait l'air plus mince que dans mes souvenirs, ses cheveux blonds tirés en une queue de cheval désordonnée. Les cernes sous ses yeux racontaient l'histoire de trop de nuits blanches. Angelina. Elle s'est levée maladroitement. Merci d'être venue. Bien sûr. Je me suis assise en face d'elle. Tu as dit qu'il y avait des choses que je devrais savoir. Elle a fermé son ordinateur portable et a plié ses mains sur la table. Griffin ne t'a pas tout dit sur l'entreprise de retournement immobilier. Je m'en doutais. Il n'a jamais été bon pour une divulgation complète. C'est pire que tu ne le penses. Elle a sorti son téléphone et a fait défiler des emails. Il n'a pas seulement fait de mauvais investissements. Il a falsifié des documents de prêt. Ma tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche. Quel genre de falsification ? Principalement des états de revenus. Il a prétendu que l'entreprise gagnait le double de ce qu'elle faisait réellement. Falsifier des relevés bancaires pour le prouver. C'est de la fraude. Je sais. Sa voix était à peine un murmure. Je l'ai découvert il y a 6 mois lorsque le comptable a appelé pour s'enquérir des écarts. Griffin s'est effondré et m'a tout dit. Et tu ne l'as pas signalé ? J'allais le faire. J'avais les documents prêts à être déposés auprès du procureur général de l'État. Elle m'a montré l'écran de son téléphone, un brouillon de mail qui n'avait jamais été envoyé. Mais ensuite, j'ai découvert que j'étais enceinte. Enceinte ? J'ai fait une fausse couche à 12 semaines. Le stress, les disputes, la peur constante de tout perdre. Elle s'est essuyé les yeux. Griffin s'est blâmé. A dit qu'il avait détruit notre famille. J'ai posé ma tasse de café. Delaney, je suis désolée. Le pire, c'est que tes parents étaient au courant. Rachel l'a aidé à créer les faux documents. Elle a dit que c'était juste de la comptabilité créative et que tout le monde le faisait. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Ma mère l'a aidé à commettre une fraude. Elle a des copies de tout. Des emails, des modèles de documents, même des instructions sur la façon de dater des états financiers. Delaney a sorti une clé USB. Je l'ai tout copié avant de partir. J'ai fixé le petit appareil comme s'il s'agissait d'une bombe. Pourquoi me donnes-tu ça ? Parce que si tu représentes Griffin, tu dois savoir dans quoi tu t'engages. Et parce que, elle hésita, parce que je suis fatiguée de protéger des gens qui ne le méritent pas. Que entends-tu par là ? Tes parents t'ont détruite, Angelina. Je l'ai vu se produire lors des dîners de famille. La façon dont il minimisait tout ce que tu disais. La façon dont il s'illuminait quand Griffin entrait dans la pièce. Je voulais dire quelque chose, mais Griffin m'a toujours dit de ne pas m'en mêler. Alors tu es restée silencieuse. Je suis restée silencieuse, et je me déteste pour ça. Les larmes coulaient sur ses joues. Quand Griffin m'a parlé de ton contrat d'honoraires, je n'ai pas été choquée. J'ai été impressionnée. Enfin, quelqu'un leur faisait payer ce qu'ils avaient fait. J'ai ramassé la clé USB. Si j'utilise ces informations, Griffin pourrait aller en prison. Je sais que tu es d'accord avec ça. Elle est restée silencieuse un long moment. Griffin a fait ses choix. Il a choisi de mentir, de tricher,
de risquer l'avenir de nos enfants pour des plans d'enrichissement rapide. Et quand tout s'est effondré, il a choisi de te laisser nettoyer son désordre au lieu de faire face aux conséquences lui-même. Et tes enfants? Ils seront mieux sans un père qui leur apprend que les règles ne s'appliquent pas si tu es assez charmant. Elle s'est levée. Je dois y aller. Aller chercher les enfants à l'école. Delaney. Attends. J'ai attrapé son bras. Que veux-tu que je fasse de ça? Fais ce que tu penses être juste. Pour la première fois depuis des années, j'ai confiance que quelqu'un de ta famille fera le bon choix. Elle est partie, me laissant seule avec la clé USB et une décision qui pourrait détruire ce qui restait de ma famille. J'ai conduit directement à l'appartement de Griffin, un petit 2 pièces dans un complexe qui avait connu des jours meilleurs. Il a ouvert la porte en survêtement et en t-shirt taché, l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Angie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai brandi la clé USB. Nous devons parler. Son visage est devenu blanc. D'où as-tu eu ça? Ta femme, ex-femme, peu importe ce qu'elle est maintenant. Il s'est écarté pour me laisser entrer. L'appartement était un désastre. Boîte de pizza vide, bouteilles de bière, vêtements partout. C'est ce à quoi ressemblait la vie de l'enfant d'or quand Laure avait disparu. Elle t'a dit, dit-il, la fraude? Oui. Griffin s'est effondré sur son canapé. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Ça a commencé petit, juste arrondir quelques chiffres pour obtenir un prêt. Puis le marché a changé et j'avais besoin de plus d'argent, et maman t'a aidé à falsifier des documents. Elle a dit que c'était temporaire, juste jusqu'à ce que l'entreprise reprenne ses activités. Griffin, ce n'est pas de la comptabilité créative. C'est de la fraude fédérale. Tu pourrais aller en prison pendant 10 ans. Il s'est mis à pleurer. Des sanglots laids et désespérés qui secouaient tout son corps. Je sais, Dieu. Je sais, mais je ne peux pas aller en prison, Angie. Je ne peux pas laisser mes enfants penser que leur père est un criminel. Tu es un criminel. S'il te plaît. Il m'a serré les mains. Tu es la seule qui peut arranger ça. Tu es brillante. Tu l'as toujours été. Trouve une faille. Fais un accord. Quelque chose. Je ferai n'importe quoi. J'ai retiré mes mains. Il n'y a qu'une seule chose que tu puisses faire, Griffin. Dire la vérité. Je ne peux pas. Alors je ne peux pas t'aider. Je me suis levée pour partir et il m'a suivi jusqu'à la porte. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il a pointé la clé USB. Je ne sais pas encore. Angie, s'il te plaît, pense à ce que cela fera à maman et papa. Ils sont vieux. Ils ne peuvent pas le supporter. Ils auraient dû y penser avant de t'aider à commettre une fraude. Je l'ai laissé debout dans son encadrement de porte et je suis rentrée à la maison avec le poids de l'avenir de ma famille dans ma poche. J'ai passé 3 jours à examiner les dossiers de la clé USB de Delaney. Relevé bancaire avec des chiffres biffés et de nouveau tapés par-dessus. Demande de prêt prétendant que l'entreprise de Griffin gagnait 400 000 $ par an alors que le chiffre réel était de 47 000 $. Chaîne de mai entre Griffin et Rachel discutant des documents à ajuster. L'épreuve était accablante et complète. Le jeudi soir, mon mentor Elias m'a appelé. Dîner ce soir. C'est moi qui paie. Je suis occupé. Tu es toujours occupé. C'est pour ça que tu as besoin de dîner avec quelqu'un qui se souvient quand tu souriais occasionnellement. 1 heure plus tard, nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans son restaurant italien préféré. Elias avait été mon professeur de droit constitutionnel, puis mon directeur de thèse, et enfin la chose la plus proche d'une figure paternelle que j'ai jamais eue. C'était aussi l'une des rares personnes capables de me lire comme un livre. Tu as l'air terrible, dit-il en coupant son veau. Merci pour le discours d'encouragement. Je suis sérieux. Depuis quand as-tu dormi? Je dors. Depuis quand as-tu dormi plus de 4 heures? Je n'ai pas répondu, ce qui suffisait comme réponse. Parle-moi, Angelina. Qu'est-ce qui te ronge? Je lui ai tout raconté.
La visite de fin de soirée, le contrat d'honoraires, la clé USB de Delaney, l'effondrement de Griffin. Elias a écouté sans interrompre, hochant occasionnellement la tête ou haussant un sourcil. Alors, dit-il lorsque j'ai terminé, tu as des preuves que ta famille a commis une fraude fédérale, et tu essaies de décider si tu dois les dénoncer. Ce n'est pas si simple, n'est-ce pas? C'est ta famille. La même famille qui t'a traité comme de la merde pendant 22 ans. Oui. Elias a posé sa fourchette. Quel sera le prix de cette vengeance, Angelina? Ce n'est pas une vengeance. C'est une justice. Est-ce que c'est le cas? Parce que de mon point de vue, il semble que tu t'apprêtes à détruire 3 personnes qui sont venues te demander de l'aide. Elles sont venues me voir parce qu'elles n'avaient nulle part ailleurs où aller. Et maintenant, tu as le pouvoir de les sauver ou de les détruire. Il s'est penché en avant. La question est, quel choix te permettra de dormir la nuit? Je n'avais pas de réponse. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à ma maison d'enfance pour la première fois en 3 ans. La maison semblait plus petite que dans mes souvenirs, plus délabrée. La pelouse parfaite était envahie par la végétation, et la peinture s'écaillait des volets. Même de l'extérieur, je pouvais voir les fissures dans les fondations de leur vie parfaite. Rachel a répondu à la porte en robe de chambre, les cheveux non lavés. Angelina, qu'est-ce que tu fais ici? Nous devons parler. Elle m'a conduite dans le salon où Stanley était assis dans son fauteuil inclinable, fixant une télévision muette. Il a levé les yeux quand je suis entrée et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans ses yeux. La honte. Je sais pour la fraude, dis-je sans préambule. Le visage de Rachel est devenu pâle. Les mains de Stanley ont commencé à trembler. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit Rachel. J'ai sorti des copies imprimées des emails. 15 mars, tu as écrit à Griffin. Change juste le 47 en 74. Personne ne verra la différence. 3 avril, j'ai joint le modèle pour dater les états financiers. Utilise ce format pour toutes les futures candidatures. Stanley a enfoui son visage dans ses mains. Oh, mon Dieu. Tu l'as aidé à falsifier des documents, Rachel. Tu es complice de fraude fédérale. Ce n'était pas de la fraude, dit-elle désespérément. C'était juste de la comptabilité créative. Tout le monde le fait. Non, tout le monde ne le fait pas. Et le FBI ne le verra pas comme quelque chose de créatif. Le FBI? La voix de Stanley s'est brisée. La fraude bancaire est un crime fédéral. Griffin pourrait prendre 10 ans. Tu pourrais prendre 5 ans en tant que complice. Rachel s'est affalée sur le canapé. Que veux-tu de nous? Je veux la vérité. Toute la vérité. Depuis quand ça dure? Combien de documents as-tu aidé à falsifier? De combien d'argent parlons-nous? Stanley a finalement pris la parole. 2 ans, peut-être 15 candidatures différentes. Le montant total du prêt était d'environ 2,8 millions de dollars. Bon sang, papa. Nous pensions que nous l'aidions, murmura Rachel. Il a dit que c'était temporaire, juste jusqu'à ce que l'entreprise soit établie. Tu pensais que tu l'aidais à enfreindre la loi fédérale. Nous pensions que nous sauvions notre fils. Les mots sont restés en suspens comme de la fumée. Je l'ai regardé. Cette femme qui m'avait donné naissance mais qui ne m'avait jamais vraiment vue. Tu étais prête à risquer la prison pour sauver Griffin, dis-je calmement. Mais tu ne voulais pas te porter garante d'un prêt étudiant pour m'aider. C'était différent. C'était différent parce que je ne valais pas le risque. Stanley s'est levé lentement, ses articulations craquant. Tu as raison, dit-il. Nous t'avons laissé tomber, Angelina. Nous t'avons complètement laissé tomber. Rachel s'est tournée pour le regarder. Stanley. Non, Rachel. Elle a raison. Nous avons jeté notre fille pour protéger notre fils, et maintenant nous l'avons aussi détruit. Il s'est approché de moi, cet homme qui avait été un étranger dans ma propre maison. Je suis désolé, dit-il, et sa voix s'est brisée. Je suis désolé de ne jamais avoir vu à quel point tu étais remarquable.
Je suis désolé de t'avoir fait te sentir invisible. Je suis désolé qu'il ait fallu perdre tout pour que je réalise ce que nous avons jeté. Pour la première fois depuis 22 ans, mon père me regardait vraiment. Je sais que tu nous détestes, continua-t-il. Et tu as toutes les raisons de le faire, mais s'il te plaît, ne laisse pas nos erreurs détruire les enfants de Griffin. Ils ne méritent pas de payer pour nos péchés. Je me suis levée, mes jambes instables. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Combien de temps ? Demanda Rachel. Je ne sais pas. J'ai marché vers la porte, puis je me suis arrêtée. Papa ? Oui. Pourquoi maintenant ? Pourquoi me vois-tu enfin maintenant ? Il est resté silencieux un long moment. Parce que tu es la seule d'entre nous qui s'est avérée valoir quelque chose, et cela n'avait rien à voir avec nous. Je les ai laissés assis dans leur maison en ruine, entourés des débris des rêves de leur enfant d'or. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je n'étais pas sûre de ce que signifiait la justice. J'ai passé le week-end à rédiger 2 documents différents. Le premier était une plainte pénale au FBI détaillant la fraude de Griffin et Rachel. Le second était un procès civil contre la société immobilière qu'ils avaient utilisée pour canaliser les prêts frauduleux. Un procès qui exposerait tout publiquement mais les garderait hors de prison fédérale. Lundi matin, j'ai fait mon choix. Tu déposes le cas civil ? Demanda Jude, lisant par-dessus mon épaule. C'est la bonne décision. Ils perdront tout, mais ils n'iront pas en prison. Et tes honoraires ? J'ai pointé la section des dommages. 467 000 $. Exactement ce qu'ils me doivent. Ce n'est pas une coïncidence. Non, ce n'est pas ça. Le procès a frappé le palais de justice à 9 h du matin. À midi, le Seattle Times avait repris l'histoire. L'empire immobilier local s'effondre dans un scandale de fraude. À la tombée du soir, cela était tendance sur les sites d'actualité locaux. Griffin a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Rachel a appelé une fois. Tu nous as détruits, a-t-elle dit sur le message vocal. J'espère que tu es heureuse. Mardi matin, des journalistes sont arrivés à mon immeuble de bureau. Je me suis glissée par le parking et j'ai trouvé Jude qui m'attendait avec du café et un air sinistre. Channel 7 veut une interview, dit-il. Pas d'interview. Le Times veut une déclaration. Pas de déclaration. Ta famille veut, je me fiche de ce que ma famille veut. Mais ce n'était pas entièrement vrai. Je m'en souciais, c'est pourquoi j'avais choisi la voie civile plutôt que des poursuites pénales. J'aurais pu les envoyer tous en prison. Au lieu de cela, je leur avais donné la faillite et l'humiliation publique. Cela ressemblait à de la miséricorde. Cela ressemblait à de la justice. Cela ressemblait à de la vengeance. Cela ressemblait aux 3 à la fois. Mercredi, les dépositions ont commencé. Griffin s'est assis en face de moi dans la salle de conférence B, flanqué d'un avocat nommé par le tribunal qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Énoncez votre nom pour les besoins du procès, dis-je. Griffin Michael Harvey et votre relation avec le plaignant. Il m'a regardé avec des yeux vides. C'est ma sœur. Étiez-vous impliqué dans la falsification de documents de prêt entre mars 2021 et septembre 2023 ? Son avocat s'est penché et lui a murmuré quelque chose. Griffin a hoché la tête. J'invoque mon 5e amendement contre l'auto-incrimination. Avez-vous reçu l'aide de Rachel Harvey pour créer des états financiers frauduleux ? 5e amendement. Avez-vous utilisé les documents frauduleux pour obtenir des prêts totalisant environ 2,8 millions de $? 5e amendement. Cela a continué comme ça pendant 2 heures. Griffin invoquant ses droits constitutionnels pendant que je documentais systématiquement chaque aspect de sa fraude. L'ironie ne m'a pas échappé. J'utilisais la loi qu'il avait essayé de contourner pour le détruire complètement. Jeudi est arrivée la déposition de Rachel. Elle est arrivée dans un tailleur noir qui avait vu de meilleurs jours. Sa composure habituelle, d'habitude parfaite, remplacée par une panique à peine contrôlée. Madame Harvey, avez-vous aidé votre fils, Griffin,
à modifier des documents financiers? Je l'ai aidé avec des papiers. C'est ce que font les mères. Lui avez-vous spécifiquement demandé de modifier les chiffres de revenus sur les demandes de prêt? J'ai peut-être suggéré quelques ajustements. Des ajustements ou des falsifications? Son avocat a objecté, mais les dégâts étaient faits. Rachel venait d'admettre la fraude sur disque. Pourquoi l'avez-vous aidé? Demandai-je. Parce que c'est mon fils. Et moi? Elle m'a regardé un long moment. Tu es la fille qui n'avait pas besoin d'aide. J'avais besoin d'aide. J'ai mendié de l'aide. Tu m'as dit de me débrouiller moi-même. C'était différent. Différent parce que Griffin avait besoin de nous. Griffin avait besoin que tu encourages ses échecs. Nous croyons en toi maintenant. Maintenant que tu as besoin de quelque chose de moi. La déposition s'est terminée avec Rachel en larmes et moi me sentant plus vide que ce que j'attendais. Vendredi matin, je me suis assise dans mon bureau en révisant les documents de règlement finaux quand Jude a frappé. Il y a quelqu'un qui veut vous voir, dit-il. Puisqu'il est urgent. Stanley est entré, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Il portait une enveloppe en papier brun. Je t'ai apporté quelque chose, dit-il en la posant sur mon bureau. À l'intérieur se trouvaient des photographies. Moi à 5 ans, édentée et souriante. Moi à 10 ans tenant un trophée de concours d'orthographe. Moi à 16 ans en toge et chapeau lors de ma remise de diplôme de lycée. Et là, en arrière-plan, Rachel et Stanley souriaient fièrement. Tu étais là, murmurai-je. Nous étions toujours là, Angelina. Nous ne savions pas comment le montrer. Pourquoi me montres-tu ça maintenant? Parce que demain, le juge vous accordera tout ce que nous avons. Notre maison, nos économies, notre dignité, et vous aurez gagné. Il s'est assis lourdement. Mais je voulais que tu saches que te perdre était la vraie tragédie. Pas l'argent, pas la maison. Te perdre. Papa, les papiers de règlement sont signés. Rachel a accepté tout. 467 000 $ plus les frais de justice. Il s'est levé. Tu as eu ta justice, ma chérie. J'espère que c'est tout ce que tu pensais que ce serait. Il est allé à la porte, puis s'est retourné. Pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. J'aurais dû le dire il y a 20 ans, mais je le dis maintenant. Tu es remarquable et tu as tout fait sans nous. En fait, dis-je calmement. Je l'ai fait à cause de vous. Parce que vous m'avez appris que la seule personne sur qui je pouvais compter, c'était moi-même. Il a hoché la tête tristement. Alors je suppose que nous t'avons donné quelque chose après tout. Après qu'il soit parti, je me suis assise seule avec les photographies et les papiers de règlement signés. Dans 6 heures, j'allais être au tribunal pour recevoir le plus gros jugement de ma carrière. Et je ne m'étais jamais sentie moins victorieuse. Le verdict est tombé à 15h47 un après-midi gris de Seattle. Et juste comme ça, j'ai possédé la maison de mes parents, leurs économies de retraite et les actifs commerciaux restants de Griffin, 467 000 $, exactement comme détaillé. Félicitations, Madame le conseiller, dit le juge Morrison. Ce tribunal accorde au demandeur le montant total demandé, plus les frais de justice. J'ai rangé ma mallette avec la même précision méthodique que j'utilisais toujours, mais mes mains tremblaient. Le tribunal s'est vidé autour de moi, les journalistes se précipitant pour déposer leurs histoires, l'avocat de ma famille rassemblant ses papiers avec un soulagement évident que ce soit fini. Griffin n'était pas là. Il avait déménagé à Portland le lendemain de sa déposition, prenant un emploi dans un magasin de quincaillerie et louant un appartement studio près des parents de Delan. Rachel et Stanley étaient assis au dernier rang, se tenant la main comme des adolescents. Ils avaient l'air plus petits, en quelque sorte diminués. Madame Harvey, aborda un journaliste. Un commentaire sur la victoire d'aujourd'hui? Pas de commentaire. Des regrets d'avoir intenté une action en justice contre votre propre famille? J'ai arrêté de faire ma valise et je l'ai regardée. Avez-vous des regrets d'avoir fait votre travail? Elle cligna des yeux. Je non. Ni moi non plus. Mais ce n'était pas entièrement vrai.
J'ai conduit chez moi dans le trafic du centre-ville, passant devant le chariot à café où la barista connaissait ma commande, devant le bâtiment de bureau où j'avais bâti ma réputation une affaire à la fois. Mon téléphone a vibré avec des messages de félicitations de collègues, mais je ne les ai pas lus. Arrivé chez moi, j'ai versé un verre de vin et je me suis assise sur mon canapé, regardant la baie d'Elliott. Le chèque de règlement était sur ma table basse. 467 000 $ à l'ordre d'Angelina Harvey. 22 ans de négligence, quantifiés et payés en totalité. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Cela ressemblait à du chagrin. Jude a frappé à ma porte à 20 h, portant de la nourriture chinoise à emporter et une bouteille de champagne. « Vous célébrez ou vous êtes en deuil ?» demanda-t-il en posant les sacs sur mon comptoir de cuisine. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence maintenant. Il a fait sauter le bouchon de champagne. Tu as gagné, Angelina. Tu as affronté ta famille et tu as tout gagné. J'ai affronté ma famille et j'ai tout perdu. Ils ont tout perdu. Tu as obtenu justice. Ce n'est pas de la justice, Jude. C'est juste une thérapie coûteuse. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire ? J'y ai pensé tout l'après-midi. L'argent semblait toxique dans mes mains, teinté de 22 ans de ressentiment et de douleur. Je ne pouvais pas le dépenser pour moi-même. Chaque dollar aurait le goût de la vengeance. Je le donne. À qui ? Je ne sais pas encore. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à la banque alimentaire où j'avais été bénévole pendant mes études de droit, le même endroit où j'avais parfois pris des repas quand mon emploi à temps partiel ne suffisait pas à couvrir à la fois le loyer et les courses. Angelina. Maria, la directrice, s'est précipitée quand elle m'a vue. Ça fait trop longtemps. Comment allez-vous ? Je vais bien. Je voulais faire un don. C'est merveilleux. Chaque petite contribution aide. Je lui ai tendu le chèque de règlement. Ce n'est pas petit. Les yeux de Maria se sont écarquillés en lisant le montant. 467 000 $. Angelina, c'est incroyable. Cela pourrait financer nos opérations pendant 2 ans. Bien. Utilisez-le pour les personnes qui essaient de payer leurs études. Les gens qui travaillent 3 emplois et qui ne parviennent toujours pas à joindre les 2 bouts. Êtes-vous sûr ? C'est beaucoup d'argent. Je suis sûre. Et je veux que ce soit anonyme. Bien sûr, mais puis-je demander pourquoi ? J'ai regardé autour de moi les bénévoles qui triaient les dons, les familles qui attendaient en ligne pour l'épicerie, le tableau d'affichage couvert d'offres d'emploi et d'annonces immobilières. Cet endroit m'avait gardé en vie quand ma famille m'avait jeté parce que quelqu'un m'avait dit un jour que la famille aide la famille, et parfois la famille, ce ne sont pas les gens avec qui on partage le sang. Ce soir-là, je travaillais tard quand le téléphone de mon bureau a sonné. Numéro inconnu. Angelina parle. C'est Griffin. J'ai failli raccrocher mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Que veux-tu ? J'ai vu les nouvelles à propos du don. Comment as-tu ? Delaney travaille à la banque alimentaire de Portland. Ils ont reçu un appel pour coordonner avec Seattle pour un gros don anonyme. Elle a fait le lien. Je n'ai pas répondu. Tu as tout donné, dit-il calmement. Tout ? Oui. Pourquoi ? J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau les lumières de la ville se refléter sur l'eau. Parce que le garder aurait fait de moi comme toi, quelqu'un qui prend des choses qu'il n'a pas gagnées. Angie, mon nom est Angelina. Angelina, je sais que je ne mérite pas le pardon. Je sais que je ne peux pas annuler 22 ans d'être une lâche, mais je veux que tu saches que je suis fière de toi. J'ai toujours été fière de toi, même quand j'étais trop faible pour le dire. Griffin, je reçois de l'aide. Une vraie aide. Thérapie, conseil financier, tout. Delaney dit que peut-être un jour nous pourrons réessayer, mais seulement si je deviens quelqu'un qui vaut la peine qu'on essaie. Bien. Et maman et papa, ils vendent la maison, déménagent dans une maison de retraite. Maman dit qu'elle va t'écrire une lettre. Elle n'a pas besoin. Oui, elle a besoin. Nous avons tous besoin. Après qu'il ait raccroché,
je me suis assise dans le calme de mon bureau, entourée du succès que j'avais construit entièrement par moi-même. Le règlement était terminé. L'argent avait disparu. Ma famille était dispersée aux quatre vents. Et pour la première fois depuis 22 ans, je me sentais libre. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Jude. Dîner demain. C'est moi qui paie. Et avant que tu ne dises que tu es trop occupé, tu ne le es pas. J'ai vérifié ton calendrier. J'ai souri et j'ai tapé en retour. D'accord, mais quelque part avec du bon vin. Marché. Et Angelina. Oui, tu as bien fait. J'ai regardé l'espace vide sur mon bureau où se trouvait le chèque de règlement. Puis la photo de ma remise de diplôme de droit, moi debout seule sur les marches de l'université, souriante malgré tout. Je n'étais plus seule. J'avais Jude. J'avais mon travail. J'avais une vie que j'avais construite de mes propres mains. Et quelque part à Portland, Griffin apprenait à être un homme meilleur. Quelque part dans une maison de retraite, mes parents apprenaient à vivre avec leurs choix. La vengeance était terminée. La justice était rendue. Et j'étais enfin complètement moi-même.